Bonjour, je suis heureux d'accueillir tous ceux qui regardent cette émission aujourd'hui. Une fois de plus, nous rencontrons les responsables des bureaux marketing représentant les intérêts du groupe de société Unitsky UST Inc. Dans différentes régions, nous discutons de l'étape actuelle de l'implantation des systèmes de transport à câble dans les régions où la technologie est présente. Mais j'aimerais commencer par mentionner un événement marquant dans l'histoire du développement de ces technologies. En décembre 2025, notre entreprise commence. Nous avons déjà entamé le défrichage des terrains pour la construction, pour l'édification d'un complexe de transport à rails à câbles dans le sanatorium Sosny. C'est un événement qu'il est impossible de sous-estimer et il donne vraiment le ton général à notre prochaine discussion. Ensuite, nous parlerons des résultats des événements qui se produisent aujourd'hui dans d'autres pays, dans d'autres régions, sur d'autres itinéraires. J'aimerais donner la parole en premier à notre nouveau membre de l'équipe, Sergueï Alexandrovitch Smolnikov. Sergueï Alexandrovitch, à vous la parole. Chers amis, bonjour. Je vais reprendre, Evgueni, votre idée avec laquelle vous avez commencé cette émission à propos du fait que chaque projet comporte plusieurs étapes. La phase d'examen préliminaire, lorsque nous entrons dans telle ou telle région, nous identifions les points problématiques, les points de terrain de la région que nous pouvons efficacement résoudre grâce à notre technologie. C'est la première étape, le premier stade. Ensuite, nous entamons un processus de négociation avec la région, avec les autorités, avec ceux qui prennent les décisions de gestion. Ensuite, nous faisons une première tentative, pour ainsi dire. En ce qui concerne l'étude de faisabilité technico-économique, nous étudions le terrain, nous effectuons le tracé, nous commençons à calculer la capacité des matériaux, à élaborer le modèle financier et la structure juridique. Ensuite, nous arrivons à la ligne d'arrivée lorsque nous élaborons la version finale des conditions sur la base des principes du partenariat public-privé. Nous sommes alors prêts à mettre en œuvre ce projet avec telle ou telle région. Pourquoi une introduction aussi longue? C'est pour que vous compreniez en principe la logique, chers collègues, la façon dont nous travaillons avec cela et la stratégie que nous suivons. Maintenant, si l'on parle de régions spécifiques, la géographie, à mon avis, est vraiment impressionnante. Elle est vaste, elle couvre pratiquement tout le territoire de la Russie, et en commençant par de Rostov-sur-le-Don au sud, à la région de Leningrad au nord-ouest, et jusqu'aux frontières orientales de notre pays, Vladivostok, Blagoveshchensk, Khabarovsk, la Tchoukotka. Au centre de notre pays, il y a Kazan et au sud, l'Ingouchie. Nous travaillons avec nos collègues, avec les pays voisins proches. C'est-à-dire que nous avons actuellement des projets en cours d'élaboration pour le Kazakhstan à Almaty. J'aimerais aborder le fait que les problèmes auxquels nous sommes confrontés, qui, à mon avis, ne nous permettent probablement pas d'avancer au rythme que nous souhaiterions, que nous nous fixerions comme objectif, ces problèmes, en principe, ont un caractère objectif. Ils découlent de la situation actuelle, de la situation économique dans le pays, de la situation politique sur la scène mondiale. Actuellement, en Fédération de Russie, le taux directeur est en effet très élevé, ce qui signifie que le coût de l'argent que nous devons impérativement attirer pour le financement de nos divers projets est de fait considérablement très élevé. En conséquence, nous sommes confrontés à des problématiques qui concernent probablement déjà les modèles financiers, les résultats du modèle financier que nous observons, grâce à l'attraction de passagers vers nos projets, grâce au flux de passagers, grâce au paiement des billets, nous parvenons efficacement à couvrir les questions liées à l'exploitation courante, aux charges d'exploitation, ce qu'on appelle les OPEX. Mais nous arrivons à une situation critique lorsqu'il s'agit déjà de payer les intérêts bancaires, qui, je le répète, sont déjà assez élevés, ainsi que le remboursement du principal du prêt. Et c'est précisément à ce point-là, c'est le point de négociation que nous discutons avec la région, la participation de la région à ces projets, car j'en suis profondément convaincu et je parle d'après ma propre expérience. Si l'on parle de transport public, si l'on parle de résoudre des problèmes de transport, de tels projets sont difficiles à réaliser sans la participation de l'État. C'est la réalité actuelle en Russie.
Malheureusement, je dois également constater qu'il n'y a pas un niveau suffisamment élevé de spécialistes sur place qui pourraient maîtriser librement la législation sur le partenariat public-privé et qui seraient incapables de préparer une telle documentation pour les appels d'offres. C'est pourquoi, dans cette situation, nous adoptons une position proactive. Comme je l'ai déjà dit, nous élaborons nous-mêmes ces documents. Nous préparons la proposition, constituons le dossier de documents, identifions les sources de financement pour la mise en œuvre de ce projet et élaborons le projet d'accord que nous sommes prêts à signer avec la région. Et cette position proactive porte ses fruits. Autrement dit, comme le disait le classique, nous n'attendons pas les faveurs de la nature. Voilà. C'est pourquoi, si l'on parle de réalisation concrète et tangible, alors oui, pour pratiquement toutes les régions géographiques que j'ai eu l'occasion de mentionner précédemment au cours de cette discussion, nous avons déjà minutieusement élaboré des offres commerciales complètes et détaillées, avec des tracés techniques et opérationnels qui sont entièrement prêts à être mis en œuvre. Et il est important de souligner que dans de très nombreuses de ces régions, le modèle financier global est désormais presque entièrement finalisé et prêt pour l'approbation. Nous comprenons précisément le coût de la question, nous comprenons clairement les critères qu'il est déjà possible et même nécessaire de discuter avec la région. Et j'aimerais sans doute mentionner notre projet phare, là où nous avons déjà fait des progrès assez importants. En fait, nous ne sommes plus qu'à un pas de soumettre une initiative de concession privée. Il s'agit de Rostov-sur-le-Don. Un travail colossal y a été accompli au cours des derniers mois. En fait, une étude de faisabilité y a été réalisée? Dans son intégralité. Dans son intégralité, oui. Autrement dit, nous sommes maintenant dans la dernière ligne droite. Le modèle financier dans les prochains jours sera-t-il dans sa version finale? La version est déjà prête. Et nous prévoyons, dans le courant de la première décade de décembre, nous comptons alors entamer le processus de négociation avec les autorités régionales, finaliser les points et accords que nous attendons de la région concernant le partage des risques, la répartition des compétences, etc. Et cela nous ouvre déjà une fenêtre d'opportunité. Nous commençons à constituer directement le dossier de documents pour soumettre l'initiative de concession privée. Ensuite, il y aura un processus de discussion et d'affinage, des chiffres, des paramètres. Et j'espère vraiment que l'année prochaine nous offrira le premier précédent, le premier accord de concession que nous conclurons en Fédération de Russie. Eh bien, ensuite, je pense que d'autres régions, y compris en prenant exemple sur le précédent que nous allons créer, tout avancera de manière beaucoup plus dynamique et agréable. Merci Sergueï Alexandrovitch, c'est vraiment réjouissant. En fait, ce sont de très bonnes nouvelles. Ce qui est particulièrement encourageant, c'est qu'avec votre arrivée, nous avons constaté une augmentation significative du niveau d'expertise. Peut-être que certains de ceux qui regardent cette émission ne le savent pas, mais Sergueï Alexandrovitch a occupé le poste de ministre du Développement économique d'une région entière. Et tout récemment, c'est précisément sous sa direction qu'une concession de tramway a été mise en œuvre dans la ville de Koursk. Autrement dit, avec Sergueï Alexandrovitch, notre équipe a accueilli non seulement un théoricien, mais un expert praticien doté d'une immense expérience et d'un vaste bagage de connaissances qui, il est évident, sont déjà, je pense, mises en œuvre pour tous. Ici, dans le travail à travers la Fédération de Russie, si auparavant nous étions un peu perdus, maintenant nous savons exactement où nous allons et nous montrons déjà des résultats concrets. En plus de Rostov-sur-le-Don, nous sommes actuellement en train de réaliser des études de faisabilité technique et économique, je le rappelle, pour Vladivostok, Blagoveshchensk, ainsi que pour l'itinéraire de Kaskelen au Kazakhstan, discuté depuis longtemps avec les autorités régionales. Le marché de Barlik, nous avons également commencé à élaborer une étude de faisabilité technique et économique. Je suis convaincu qu'ici, des résultats tangibles, c'est-à-dire les prochaines étapes, à savoir les initiatives de concession, les accords avec les régions, ne se feront pas attendre longtemps et le nombre de projets continuera de croître, comme on dit, de façon exponentielle. Merci. Eh bien, je voudrais également attirer l'attention sur le fait que le plus important, c'est que nous avons des produits, c'est-à-dire toutes ces années de développement, ces années de croissance, en commençant par l'Unibike, lancé en 2016, c'était justement le chemin que nous avons parcouru pour arriver à un produit dans le domaine du transport de passagers.
Et cette année, justement, a définitivement et pour toujours montré à tous ce que nous avons accompli, ce que nous pouvons présenter. Voici le complexe Karat, où la charge sur la travée est de 50 tonnes, où un véhicule de plus de 11 tonnes se déplace à une vitesse de 120 km par heure. Dans le même temps, l'alimentation se fait par un rail de contact, c'est-à-dire qu'il s'agit déjà d'un système de transport de passagers complet à tous les niveaux, dans tous ses composants. C'est précisément avec de telles solutions que nous arrivons aujourd'hui, prêtes à l'emploi, en d'autres termes, et pas seulement en Russie, au Kazakhstan, dans les pays de la CEI, mais aussi dans d'autres régions. En particulier l'année dernière, en 2024, un bureau marketing a ouvert et commencé à fonctionner. Le bureau en Indonésie est dirigé par Asim Shah Nazarish. C'est Asim Shah Nazarish qui le dirige depuis 1 an et demi déjà. Alors, quels sont nos résultats à ce jour? À quelle étape en sommes-nous et sur quel projet travaillons-nous? Et de manière générale, pouvez-vous décrire la situation, le contexte? Bonjour à tous, chers collègues. Bonjour. Evgeny. Oui, en effet, nous avons ouvert en avril 2024. En principe, beaucoup de travail a été accompli dans le pays pendant cette période, depuis les étapes initiales, jusqu'à l'établissement des liens nécessaires avec le gouvernement, même en tenant compte du fait qu'à la fin de 2024, le gouvernement a complètement changé en Indonésie. Là-bas, cela arrive tous les 5 à 10 ans. C'est ce qui se passe dans le pays, donc cela a aussi pris un certain temps pour, disons, pour rétablir à nouveau tous ces liens et relancer les projets qui avaient été initiés auparavant avec l'ancien maire, disons, dans la région de Bandung. Et ainsi, oui, cela a un peu traîné, mais néanmoins, maintenant, les projets qui avaient été initiés en 2024 ont été relancés et nous continuons à travailler avec eux. Déjà avec le nouveau gouvernement, ce gouvernement va rester en place 10 ans, mais avec une période de 5 ans. Il y aura des élections locales et régionales. Mais le plus important, à ce que je comprends, c'est que ce gouvernement assure la continuité, y compris dans les accords qui avaient été conclus avec les précédents. Oui, donc à certains moments, il y a eu des difficultés car il a fallu, en gros, reconstruire entièrement les relations de partenariat, réexpliquer à nouveau qui nous sommes, quelles technologies nous produisons. Donc oui, cela a pris du temps, mais dans l'ensemble, oui, nous avons maintenant de très bonnes relations avec les maires qui, en gros, sont de nouvelles personnes. Il me semble que chaque grande ville dans le monde entier est confrontée au même problème. Il s'agit d'une forte pression sur le réseau routier, de la surcharge des transports, de ces heures de pointe le matin et le soir, pour ainsi dire. Mais si l'on parle de Jakarta, la situation ici était nettement pire et, il me semble, nécessite même une attention encore plus particulière des relations et de l'approche du travail avec les transports publics, parce que j'ai l'impression qu'il y a eu une certaine période de temps. Le gouvernement ne s'est pas du tout occupé de cette question et aujourd'hui, il se retrouve confronté au fait qu'il n'y a tout simplement même pas la possibilité d'élargir la chaussée, que ce soit au centre-ville ou en périphérie de Jakarta, à cause de la densité très élevée des constructions. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est que le gouvernement en est conscient, car lors des derniers grands événements auxquels nous avons assisté, des invitations officielles ont été envoyées. Le gouvernement reconnaît ce problème, il le voit et essaie de trouver une technologie appropriée pour le résoudre. D'après ce que j'ai compris, cela fait environ 5 à 10 ans qu'ils travaillent dans cette direction. L'année dernière, ils ont publié une stratégie de développement jusqu'en 2030. Il s'agit d'une croissance économique grâce à l'amélioration de l'infrastructure routière, disons-le ainsi. Je peux donc affirmer que nos projets se développent, qu'ils continuent de se développer, même si en Indonésie, il y a une certaine phase d'adaptation nécessaire, car la situation économique actuelle, bien sûr, reste modérément tendue et complexe. Le nouveau gouvernement en place a fait adopter des lois, disons clairement populistes. C'est pourquoi certains grands projets d'infrastructures essentielles y ont été temporairement gelés. Mais
il est important de noter que cette situation est en constante évolution. Disons les choses ainsi, les sources de financement étant quelque peu limitées, certains projets d'investissement, bien que modestes, sont néanmoins très intéressants et font l'objet d'une attention toute particulière et approfondie. Ces projets, malgré des ressources financières contraintes, présentent un potentiel significatif et méritent une considération attentive. Financement par investissement privé. Par conséquent, nous prenons bien sûr ces facteurs en compte dans notre travail et élaborons une stratégie pour que nous ne nous arrêtions pas et pour que la progression reste stable. Oui, en général, Shanzan, dites-nous, au cours de ces 1 an et demi, eh bien ici, à travers la salle des technologies étranges, il y a probablement eu des dizaines de propositions commerciales qui sont passées. Nos ingénieurs ont étudié différents itinéraires. Je sais que vous continuez à travailler sur ces sujets, que des communications et des consultations sont en cours avec des responsables, des entreprises et des institutions de crédit. Autrement dit, on peut dire qu'aucune des propositions commerciales jamais faites ne reste sans suite. Elles ne disparaissent pourquoi pas dans l'oubli quelque part. D'une manière ou d'une autre, nous sélectionnons les itinéraires avec beaucoup de soin et nous ne nous proposons que là où nous voyons un potentiel. C'est compréhensible, mais tout de même, sur quel projet concret avez-vous réussi à avancer à ce jour? Le plus loin? Au stade de l'étude de faisabilité, ou peut-être de l'étude de faisabilité approfondie, ou même de la conception? Racontez-nous ça, s'il vous plaît. En effet, en 1 an et demi de travail de ce bureau en Indonésie, nous avons eu différents projets, tant pour l'infrastructure portuaire que pour les sociétés minières, et des projets d'infrastructure avec le gouvernement de Jakarta et d'autres régions d'Indonésie. La plupart d'entre eux, bien sûr, sont actuellement en cours chez nous. Certains projets, nous en avons suspendu certains, mais à l'heure actuelle, il y a 2 projets que nous avons lancés l'année dernière. Déjà avec le gouvernement précédent, ensuite en 2025, nous avons repris ces travaux. Pour ces 2 projets, ils en sont actuellement, disons, à la phase finale, c'est-à-dire qu'une étude de faisabilité technico-économique est en cours de préparation par une société indonésienne indépendante qui nous a fixé un délai, disons, d'environ 6 mois. Et après cette période, ces projets seront, disons, officiellement soumis au ministre des Transports et une décision sera prise, déjà définitive et absolument finale. Il s'agit de 2 projets importants, dont l'un s'étend sur une distance de 16 km, Puncak-Bagor. Non, je suis désolé. Le premier projet est la ligne Arjamukti de 11,5 km et le deuxième projet concerne la vallée de Puncak-Bagor sur 16 km. Eh bien, c'est une excellente nouvelle. Il me semble qu'en réalité, nous avons peu de raisons de douter de notre succès. Parce que, d'après l'analyse comparative avec les solutions actuellement proposées sur le marché, nous voyons que, selon le rapport qualité-prix, le coût, la rapidité et le confort pour le transport de passagers l'emportent partout. C'est pourquoi il s'agit précisément d'atteindre la phase concrète, d'arriver au moment où ce projet est prêt et posé sur la table. Comme vous l'avez dit, c'est déjà la moitié du chemin, je pense que c'est la moitié du succès, donc on peut féliciter. Oui, merci beaucoup. En effet, un travail colossal a été accompli pour ces 2 projets. De nombreuses réunions ont été organisées avec des spécialistes techniques du gouvernement et du ministère des Transports. Là-bas, pour ainsi dire, 30 à 40 personnes se réunissaient, discutaient de tous les détails techniques, abordèrent la question de la standardisation, examinaient les différences entre les diverses technologies. Et voici, disons, le signe final. Maya, c'est que le gouvernement, disons-le ainsi, avait déjà donné à plusieurs reprises le feu vert pour que le projet continue et ne s'arrête pas. Et maintenant, c'est le mois de mai, après lequel nous irons déjà voir le ministre des Transports avec ses projets et avancerons. Ainsi, en effet. Merci. Merci Vassili Maximovitch pour ces bonnes nouvelles. En réalité, nous voyons que tout commence toujours petit, à proximité immédiate. Je diffuse actuellement depuis un bureau confortable à Minsk, où un tout nouveau chantier de construction débute tout juste pour un autre projet.
Nous voyons qu'à côté, en Russie, nous sommes proches. Nous sommes également au maximum engagés dans la mise en œuvre de plusieurs itinéraires utilisant le transport à câble. À l'autre bout du monde, en Indonésie, nous sommes à mi-chemin de l'élaboration de l'étude de faisabilité pour 2 projets, mais nous en sommes littéralement à la moitié du parcours. En ce qui concerne la mise en œuvre globale, il est évident que pour parvenir à l'étude de faisabilité, il faut passer par un grand nombre de consultations et d'expertises, ce qui prend plusieurs mois, voire des années. Et notre prochain intervenant aujourd'hui, Oleg Markovitch, se trouve justement quelque part au milieu, si l'on regarde la carte du monde, entre la Biélorussie et l'Indonésie. Et dans son domaine d'activité, ses intérêts couvrent d'immenses. C'est probablement l'espace le plus vaste à ce jour parmi tous les bureaux de marketing. C'est pourquoi j'espère, Oleg Markovitch, que vous allez nous dire quelque chose de spécial, quelque chose qui va vraiment nous réjouir et renforcer encore, pour ainsi dire, notre confiance en la victoire qui approche. Oleg Markovitch, bonjour. Tout d'abord, bonjour. Deuxièmement, j'ai toujours été prêt à faire plaisir et à susciter des émotions et des réactions positives. J'ai toujours cette approche, toujours plus réaliste, plus conservatrice. Je pense que il faut toujours en montrer et en dire un peu moins que ce qui se passe réellement, car il est facile de susciter de l'optimisme, mais ensuite il est très tragique de devoir revenir en arrière. Soyons très réalistes et pragmatiques dans notre façon de voir les choses, d'autant plus qu'avec une telle approche, nous avons tout de même, en principe, des choses à raconter, à présenter. Tout d'abord, je pense qu'en Inde, c'est un immense marché où nous progressons, où nous avons un projet en cours de réalisation, et nous en sommes également au stade, pour ainsi dire, du pitch, c'est-à-dire la présentation au niveau gouvernemental et déjà des discussions très sérieuses. Il y a au moins 2 autres projets, l'un dans un État, un autre en cours, et un aussi d'ailleurs au Karnataka. En conséquence, bien sûr, le premier projet sera révolutionnaire. Je pense que, comme toujours, que l'essentiel est d'ouvrir la porte, mais tout le monde comprend que l'Inde est un pays assez spécifique. Tout avance très lentement, notamment en ce qui concerne peut-être la lutte contre la corruption. Là-bas, il faut tout faire soi-même, selon certaines procédures. Il y a là-bas des procédures d'appel d'offres et tout le reste, etc. Mais néanmoins, nous avançons tous, nous réalisons les travaux en partenariat avec notre représentant dans la société Sky. Et en conséquence, je considère que c'est l'un des domaines les plus prometteurs, l'un des pays les plus prometteurs, mais avant tout parce qu'il y a bien sûr une énorme demande pour notre technologie. Et en conséquence, nous continuons également à travailler au Népal. Nous savons qu'il y a eu une révolution là-bas, qu'il y a eu un changement de gouvernement. Des élections sont prévues dans 3 mois, de nouvelles élections. Et d'un côté, bien sûr, c'est très regrettable, mais une fois de plus, tous nos plans ont été retardés. Mais encore une fois, on peut constater aujourd'hui que tout revient à la normale. Et la demande pour notre technologie est tellement évidente que même le nouveau ministère revient à notre technologie. Et justement, aujourd'hui même, j'ai parlé avec notre représentant au Népal de la société Katmandu Pod, et ils m'ont assuré que la nouvelle composition du gouvernement, le nouveau ministère des Transports, sont peut-être même plus optimistes quant à notre technologie, car ils comprennent qu'ils n'ont pas d'autre choix. En conséquence, un appel d'offres est en cours de préparation pour l'étude de faisabilité technico-économique de l'ensemble du système de transport ferroviaire à Katmandou, dans lequel nous avons participé à cette procédure d'appel d'offres avant même ces événements, avant les troubles, et maintenant tout revient à la normale. Bien sûr, nous avons beaucoup de demandes et beaucoup de documentation à traiter, mais je pense que nous devrions y arriver. Dance, il faudrait lancer un appel d'offres pour recruter leur prochain visage. Et bien sûr, aujourd'hui, nous avons parlé du projet Pirate Nagar. Il fait 7 km, c'est très bien. Je considère que c'est un projet réalisable. Il est avantageux à la fois techniquement et commercialement. C'est pourquoi nous mettons actuellement beaucoup l'accent là-dessus. Et à la suite de ces troubles,
Il y a également eu là-bas un grand changement de fonctionnaires. Plusieurs bureaux ont été saccagés, certains documents ont été brûlés, mais maintenant tout revient à la normale. Je n'en parlais pas auparavant, mais maintenant je peux dire avec certitude que le Népal redevient l'un de nos centres d'intérêt et j'espère qu'en tenant compte de tout le travail accompli jusque-là, nous y réaliserons des progrès significatifs. Et d'ailleurs, moi, je tiens aussi à préciser que beaucoup de dirigeants qui ont justement promu et soutenu notre technologie, ils sont restés à leur poste, et cela aussi ne peut qu'inspirer de l'optimisme au niveau étatique. C'est donc le deuxième pays qui, à mon avis, devrait déjà connaître des avancées dans un avenir proche. Et bien sûr, je ne veux pas oublier les Émirats eux-mêmes, où nous nous trouvons. En plus du fait que le travail se poursuit à Dubaï. Sans divulguer les questions de confidentialité qui ont été signées avec le ministère des Transports de Dubaï, c'est-à-dire la RTA, Road and Transport Authority, et la société Sistra, qui réalise le concept design de certains projets pour le ministère des Transports. Je veux dire que des consultations régulières sont menées, un séminaire a été organisé entre les spécialistes de la sécurité de la RTA et nos spécialistes de Minsk. Ils sont venus, ce furent 4 heures de travail très productif, où la tâche principale était d'élaborer une compréhension commune des exigences du ministère des Transports et de la Sécurité, ainsi que des questions sur la manière dont nous pouvons comment nous pouvons répondre à ces exigences et ce qui doit être fait. Et ce travail se poursuit. Encore une fois, bien sûr, cela prend du temps, cela demande énormément d'efforts, mais nous avançons progressivement et je considère que les perspectives sont très positives. De plus, nous avons également commencé à travailler dans d'autres Émirats et nous menons actuellement des négociations très importantes avec le ministère des Transports de Ras El Khaimah, qui s'appelle aussi l'administration des transports de Ras El Khaimah. Nous ressentons à nouveau l'intérêt de l'administration des transports. Abu Dhabi, tout récemment, nous avons convenu de leur visite au centre de Sharjah au mois de janvier, c'est-à-dire que malgré tout, c'est très difficile, très lent, mais les avantages sont évidents. Les avantages du transport à câble sont indéniables. Il est certain qu'il sera mis en œuvre. Bien sûr, malgré un nombre énorme de difficultés, cela est évidemment lié à la situation internationale, d'une certaine manière à la politique de sanctions, ainsi qu'aux questions financières, car nous commandons tout le travail pour des technologies intégrées. En conséquence, nous devons payer ce travail, mais par exemple, dans cette politique décentralisée, nous ne pouvons pas le faire. En raison de certaines questions, il existe aussi certaines restrictions bancaires, mais malgré tout, tout cela se résout. Nous contournons les obstacles et avançons. Sharjah aussi, c'est un travail parmi les miens, avec le promoteur de l'aéroport de Sharjah, celui qui réalise la modernisation et encore une fois, de mon point de vue, c'est une offre absolument pertinente que nous proposons. Ils n'ont pas d'alternative, c'est-à-dire que le client choisit simplement où ce ne sera pas le cas, ou bien il y aura une solution de transport, ou alors il n'y en aura pas du tout et on transportera les gens en bus ou en trottinette, comme certains ici proposent de le faire. Eh bien, c'est une contre-proposition vraiment peu sérieuse. De plus, nous continuons à travailler. Nous avons participé à une conférence au sommet de l'ONUDI en Arabie Saoudite, où notre technologie a été présentée, où elle a été exposée sur la scène la plus prestigieuse, et également en marge du sommet. Nous avons rencontré des représentants de la République du Bangladesh, de l'Arabie Saoudite et de la Jordanie. Et là aussi, cela a suscité un immense intérêt. Nous ne nous limitons pas seulement à ce que nous faisons actuellement, mais nous essayons également d'explorer de nouvelles perspectives et de nouveaux projets. Encore une fois, ce n'est pas du tout facile, mais je pense que nous vendons un produit qui, selon moi, ne peut pas ne pas être demandé. Voilà, c'est à peu près tout en général et je suis prêt à répondre à vos questions.
mais vous n'avez pas mentionné une autre chose. Je comprends qu'il y a beaucoup de travail et ce que vous avez dit, en fait, comme nos autres collègues l'ont fait aussi, ce n'est peut-être qu'un dixième de tout ce qui est dans votre champ de vision et il y a toujours des choses qu'on peut oublier. Mais tout de même, j'aimerais savoir comment se déroule le travail, excusez-moi, à Taïwan. J'ai un intérêt quelque peu personnel puisque j'ai été impliqué dans ces négociations, dans ce travail, donc j'aimerais savoir comment les choses se passent là-bas. Le Taïwan de droite. J'ai omis de le mentionner, mais c'est la même chose là-bas. Là-bas, vous savez, il y a eu un énorme typhon, il y a aussi eu une catastrophe naturelle. Ces catastrophes naturelles qui se sont récemment abattues sur l'Asie ont également touché Taïwan. Mais à Taïwan, le projet avance tellement que, selon les dernières informations reçues littéralement la semaine dernière, le gouvernement de Tainan a exigé de nouvelles audiences afin que la société Sky Taxi, notre partenaire à Taïwan, puisse présenter ce projet lors de ces audiences, où seront présents des représentants de l'État, du public, etc. C'est-à-dire que c'est déjà des audiences de second ordre probablement après lesquelles une décision concrète sera prise, mais encore une fois, nous sommes absolument prêts. Nous avons fourni toutes les données techniques et commerciales et je considère que nous avons là-bas un partenaire très solide, capable de faire avancer ce projet. Merci, c'est agréable à entendre. Encore une question, Oleg Markovitch, je pense que beaucoup seront intéressés. Cette année, il y a eu une première vraiment marquante et significative. On peut dire que nous avons mis en service dans son intégralité et à pleine échelle le complexe Karat, ou plutôt nous avons commencé son exploitation contrôlée en mode expérimental. Vous avez eu le plaisir, j'en suis sûr, d'y amener tout un certain nombre d'invités d'honneur. Comment cela est-il perçu? Quelle est la réaction? Comment les gens réagissent-ils à ce nouveau complexe? Votre humble serviteur était dans la voiture et se déplaçait à une vitesse de 100 km par heure. Je tiens à dire que le trajet est très confortable, silencieux et bien plus agréable que dans le métro de Moscou, à 100%. Et en tenant compte du fait que l'on ne se déplace pas sous terre, mais avec une vue magnifique, en général, toutes ces délégations, tous nos invités, ceux qui visitent le centre et qui voient la première rangée, nous les emmenons ensuite à la quatrième rangée et leur montrons le Cara, bien sûr, ils le voient. Supposons que nous ayons lancé la première ligne en 20. La première année, en phase d'essai, dans 21 ont déjà été certifiés. certifiés et autorisés à exercer ces activités par le gouvernement. Et nous avons commencé à faire des démonstrations officielles et à transporter des gens. C'était en 21 et maintenant nous sommes en 25. Regardez les énormes progrès accomplis en 4 ans. Oui, c'est tout simple. On monte dans la voiture, 1 minute de trajet, et tu vois tout le chemin parcouru en 4 ans. D'une ligne de 4 mètres, d'une seule voiture pour 4 personnes, d'une vitesse de 60 km par heure, les gens peuvent immédiatement passer à autre chose. En 4 ans, nous avons atteint 2,4 km de ligne, une voiture de 25 places, une vitesse de 100 km par heure, et avec un niveau absolument incomparable. C'est ce bond en avant qui a été réalisé, ce développement que nous pouvons montrer, ainsi que nos capacités. Et bien sûr, le Cara est déjà perçu comme un produit absolument industriel. Oui, c'est bien ça. Et l'idée, oui, il est comme ça, il est déjà. Un produit commercial. Pour le complexe de Souris, si la première ligne ressemblait davantage à une ligne expérimentale, une sorte de ligne pilote, même en termes de longueur, 400 mètres. Maintenant, c'est déjà 2 et 4 km. Ce sont déjà certains des projets que nous discutons. Je dis simplement, nous pouvons. Et vous, pouvez-vous prouver que vous en êtes capable? Je dis, oui, bien sûr, il suffit de prendre le Cara à 2,4 km et simplement le copier et le réaliser. D'ailleurs, nous disons que la ligne elle-même, ce Cara, les travaux de construction, ont été réalisés très rapidement. Je veux dire qu'en un an et demi, il est tout à fait possible de construire une telle ligne. Trouver un métro, la dernière ligne, que l'on puisse construire en un an ou un an et demi,
c'est vraiment possible, absolument. En 1 an ou 1 an et demi, on peut construire exactement la même ligne. En tenant compte du fait que si l'on utilise les mêmes solutions d'ingénierie et qu'on réduit le temps de conception, il est très facile de copier-coller une telle ligne très rapidement. Et c'est déjà une ligne qui fonctionne réellement, qui peut vraiment transporter des passagers. 2 ou 3 de ces rames, c'est déjà 1000 voire 2000 personnes par heure, on peut le dire. Et si l'intervalle entre les trains diminue, la fréquence augmentera. Mais dans tous les cas, cela est déjà perçu tout à fait différemment par nos visiteurs. Et d'ailleurs par tout le monde. À propos de cette rame, je voudrais dire une chose. Dans notre parc, notre technoparc, que nous avons organisé, là-bas, ils ont invité des invités de très haut rang, mais ils avaient leur propre événement. Et ils nous ont demandé que, lorsque ces invités seraient présents, la rame fasse des allers-retours, car elle donne vraiment une impression d'innovation, d'un certain développement technologique à ce parc. Ce ne sont pas simplement des entrepôts ou autre chose, mais vraiment, si c'est un technoparc, alors ce sont des invités de très haut niveau, au rang de dirigeants de l'émirat. Ils veulent de voir quelque chose d'innovant et ainsi de suite. Et donc, la direction du Technoparc nous a demandé de réaliser des essais, une démonstration de cette rame à ce moment-là, parce que c'est vraiment impressionnant. Merci. C'est vraiment formidable que nous progressions en parallèle, aussi bien en termes de travail marketing, de négociation, de commercialisation des produits, que d'amélioration continue du produit lui-même, et ce, sans relâche. Et dans le domaine du transport de passagers, nous avons déjà atteint, à mon avis, des sommets vraiment importants. Vos propos le confirment pleinement. Nous disposons désormais d'un produit de marché absolument fiable. Dans le domaine du fret, nous continuons à nous développer. En fait, j'aimerais aussi demander à mon collègue, dans le même ordre, de dire littéralement quelques mots sur les plans pour l'avenir proche. Sergueï Alexandrovitch. Pour résumer, si l'on devait vraiment mettre l'accent, définir une priorité, dans le travail que nous allons mener actuellement en Russie, en un mot, ce serait l'Extrême-Orient et l'Arctique. Autrement dit, nous avançons dans cette direction, nous allons vers l'Est. Merci Sergueï Alexandrovitch. C'est en effet une orientation importante, stratégiquement essentielle. Et puis, le moment est venu. D'autant plus que cela offre la possibilité de développer non seulement le secteur passager, qui, comme il se trouve, a vu la demande jouer un rôle décisif, ce qui fait que le secteur passager progresse un peu plus vite chez nous. Mais nous, si je comprends bien, allons aussi rattraper notre retard dans le domaine du transport de marchandises. Et voici en particulier l'accord de coopération. Avec l'Université des mines de la Fédération de Russie, un accord a été signé cette année sur les technologies insulaires. C'est justement une étape très sérieuse et significative vers l'implantation de nos technologies dans l'industrie minière, c'est-à-dire pour garantir l'accès aux gisements éloignés, difficiles d'accès, et pour le développement de la région arctique de l'Extrême-Orient. C'est pourquoi, oui merci, c'est une orientation très importante et vraiment significative, non seulement en termes du développement commercial, mais aussi du développement technologique, car ici nous avons réellement la possibilité d'intervenir non seulement avec des solutions pour passagers, mais aussi pour le transport de marchandises. Alcin Chanazarich, et vous, qu'en pensez-vous concernant les projets à venir? Avant de parler des projets, j'aimerais revenir sur ce collègue Markovitch a mentionné à propos de notre ligne, Karat, 2,4 km. Et lors du travail, lors des interventions publiques, des discussions publiques avec des spécialistes techniques du ministère des Transports, bien sûr, on pose des questions concernant la base de preuves. Avez-vous une ligne? Et je réponds à cela. Nous avons certains projets en Indonésie qui sont soit équivalents, soit même inférieurs en... La distance, c'est moins de 2,4 km. Je leur explique. Regardez, nous avons à Sharjah une ligne de 2,4 km. Autrement dit, grossièrement parlant, pour résoudre votre problème, il suffit simplement de déplacer cette ligne à l'endroit où nous devons réaliser le projet en Indonésie et nous résolvons déjà votre problème. Il n'est plus nécessaire de prouver quoi que ce soit. Tout est déjà là concernant les plans. Bien sûr, il y a actuellement des projets qui sont en cours d'élaboration active. J'ai eu d'ailleurs plusieurs déplacements intéressants au cours des derniers mois
Il s'agit de Tanjung Pinang, disons une région et une ville. C'est non loin de Singapour, un endroit très intéressant où le gouvernement a un plan de développement. Il y a là-bas une île intéressante. Disons que des pèlerins s'y rendent pour des raisons religieuses. C'est ce qu'on appelle le tourisme religieux, je crois, oui. Donc, ils veulent développer cette île et la solution la plus appropriée, c'est la distance là-bas. Cela fait 1,5 km, donc il vaut mieux construire une ligne droite de 1,5 km de transport à câble. Il n'existe tout simplement pas d'autre solution. Là-bas, nous pouvons par exemple envoyer une élite. Oui, c'est-à-dire que le projet ambitieux est effectivement en cours, mais le gouvernement doit dès maintenant déjà avoir une stratégie bien définie et claire pour développer ce cluster de manière significative en tant que destination touristique majeure à long terme. C'est-à-dire que nous sommes un peu liés à eux parce que, comme je l'ai déjà dit, les principaux projets en Indonésie sont financés par des investissements privés. Là-bas, la question, comme l'a également dit Oleg Markovitch, peut être compliquée car il se peut qu'il y ait un aspect de corruption ici puisque le gouvernement ne dépense pas d'argent pour de tels projets. Oui, il dépense de l'argent, mais pour quel projet? Tout se fait uniquement grâce aux investissements privés. Ils le disent très clairement. Apparemment parce qu'après la publication des informations, disons, dans les médias de masse, ils soulignent vraiment que le gouvernement ne dépense pas d'argent pour cela. Il est prêt à soutenir les investisseurs, à soumettre de bons projets, peut-être à soutenir d'un point de vue juridique, mais du point de vue financier, il faut compter sur les investissements privés. Beaucoup de projets ont été présentés de cette manière par le gouvernement. Il y a également eu des déplacements dans la ville de Lampung. La rencontre avec la maire, qui est une femme, s'est déroulée à un très haut niveau. La réunion s'est déroulée dans une atmosphère très positive. Là-bas, il y a une entreprise à la fois privée et publique, quelque chose d'intermédiaire, une société de conseil qui prépare le plan directeur de développement de cette ville et dans son plan directeur, elle a inclus notre technologie UST. Oui, et en principe, l'entreprise elle-même voit aussi les choses très positivement. D'ailleurs, Hossein Shanzarevich, je voudrais simplement souligner pour nos spectateurs que l'inclusion dans le plan directeur n'est pas simplement une formalité. Ce n'est pas une histoire qui, jusqu'à présent, n'a eu aucune conséquence, mais le plan directeur, c'est justement, dans la plupart des cas, c'est la base pour l'élaboration de la stratégie d'investissement de la région. Et c'est justement sur la base des plans directeurs que les investisseurs peuvent entrer dans les régions, c'est-à-dire pour des projets spécifiques prévus par ce document. Parce que tout cela est discuté à un niveau très élevé. Cela peut même être plus simple que de travailler dans la capitale, à Jakarta, car il y a moins de bureaucratie. Et le maire de la ville, en principe, il dispose d'une certaine indépendance dans la prise de décision. Bien sûr, le dernier mot reviendra finalement au ministère des Transports, mais en ce qui concerne le développement de sa ville, le maire est responsable lui-même, car il a été élu par les habitants de cette région et de la ville. En somme, c'est probablement l'un des deux projets les plus intéressants que nous allons réaliser cette année. Également, bien sûr, sans oublier les deux projets que j'ai mentionnés précédemment, il y a aussi des projets à Bandung, bien sûr, qui ont été discutés l'année dernière, ainsi que de nouveaux projets. Il y a quelques semaines, j'ai assisté à un forum d'investissement en Java occidental. Plusieurs projets y ont été présentés. En somme, nous avons de quoi nous occuper cette année. Les perspectives sont très bonnes. Et nous avons d'excellents contacts avec le gouvernement. On nous connaît, on nous invite à certaines sessions techniques internes et nous poursuivons notre travail. C'est super. Eh bien, en fait, si dans un certain... Comme on l'a dit dans des films, ou peut-être pas dans des films, peut-être dans des livres, le plus important, c'est d'être dans le jeu, de rester dans la partie. Et c'est formidable de voir qu'en Indonésie, nous sommes dans ce jeu, que nous nous y sommes retrouvés. Si nous travaillons et nous le faisons, cela donnera des résultats. Pas nécessairement. La persévérance conquiert les villes. Merci, Alla Semyonovna. Oleg Markovitch, nous aimerions en savoir plus sur vos projets.
Pour conclure, je serai bref. Notre principal objectif est, bien sûr, de réaliser des progrès significatifs en Inde. Voici notre très important. Nous prévoyons également de poursuivre notre travail et de tenter de réaliser des progrès aux Émirats arabes unis et à Taïwan. L'essentiel, c'est bien sûr Dubaï Ras Al Khaimah. Il s'agit d'un projet à Taïwan et surtout, je pense que l'année prochaine, nous ne devons pas chercher de nouveaux marchés ni de nouveaux partenaires. Il s'agit bien sûr de l'Arabie saoudite. Oman et d'autres pays où notre technologie peut à nouveau être dignement présentée et appliquée. C'est pourquoi il y a beaucoup de travail et bien sûr nous sommes prêts à l'accomplir. Merci Oleg Markovitch. Je pense que nous avons eu une discussion très riche et très concrète. En effet, il y a eu beaucoup d'éléments précis et de résumés. Je peux dire que tout d'abord, nous avons confirmé et continuons de confirmer la maturité technologique de nos solutions. Nous sommes à un moment historique opportun où les villes commencent enfin à comprendre qu'il ne faut pas se développer de manière chaotique ou spontanée et que l'État, dans son ensemble, commence aussi à réaliser qu'il faut se développer de façon systémique. C'est pourquoi, comme cela a été mentionné à plusieurs reprises aujourd'hui, les master plans sont élaborés. Ils sont réalisés en Russie, en Indonésie, aux Émirats arabes unis. C'est une approche systémique. C'est très important et cela joue en notre faveur, car dans le cadre de cette approche systémique, il nous est plus facile de mettre en œuvre des projets et nos projets démontrent leur grande efficacité. Et il est très important, et nous le disons toujours, que nous avons une équipe professionnelle. Je pense que ceux qui ont suivi cette vidéo aujourd'hui ont pu s'en rendre compte une fois de plus. Et nous avons déjà pratiquement des résultats tangibles et je suis sûr qu'il y en aura de plus en plus à l'avenir. Eh bien, avec mes collègues, nous continuerons à vous en informer régulièrement. Merci de votre attention. À bientôt.